9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gaton et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gaton. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Un nouveau jour qui se lève sur votre radio. Une nouvelle aventure qui commence ensemble avec vous aussi. Elom Atisogwe du journal La Nouvelle Tribune, Michel Tchadia du journal Ouara le Vainqueur et Abbas Issaka du journal Le Mania Libéré. Autour de la table pour analyser et commenter les grands sujets de l'actualité. Nous parlerons politique, bien sûr. Dans une semaine, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO se réunira à Lomé. D'importantes décisions, semble-t-il, vont être prises pour une sortie de crise heureuse. Et en attendant, c'est la guerre de déclarations dans un camp comme dans l'autre. Dans une interview, d'ailleurs, le week-end, le ministre Gilbert Bawara semble ferme. Le 31 juillet marquera une étape décisive. Et il n'y aura plus jamais un 19 août au Togo, assure le bras droit de Faure Gnassingbé. Nous aborderons le sujet. Bienvenue. Et d'abord, une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Nous commençons par le quotidien Forum de la semaine. Notre confrère qui évoque les séries de manifestations publiques lancées par l'opposition. Le général Yark siffle la fin de la récréation, écrit notre confrère. Le journal qui revient justement sur cette sortie du ministre Gilbert Bawara. Dès le 1er août prochain s'ouvrira un chapitre nouveau et chacun comprendra, rassure-t-il. Vous lirez l'interview à la page 4 du journal Forum de la semaine. Le journal qui évoque aussi les ambitions du Togo qui séduisent finalement les personnalités onusiennes. Nous sommes convaincus que le Togo est sur la piste de l'émergence, précise notre confrère. Le détail à lire donc dans le quotidien Forum de la semaine. Le quotidien Liberté maintenant, le journal qui évoque la tournée de la C14 dans le nord du pays. Mango, Bafilo et Soko démobilisés derrière la coalition. Des images en témoignent à la une du journal. Vous lirez l'article à la page 3. Sortie de crise ou exacerbation, 31 juillet 2018, le compte à rebours a commencé, écrit notre confrère. Et le journal qui précise également que Togo Debout exhorte la CEDEAO à garantir une sortie pacifique de la crise togolaise. L'article est découvert donc dans le journal. Et puis, panique à bord du navire bleu, c'est le titre d'un article que vous pouvez lire dans Liberté. Liberté à la page 3 ce matin. Le quotidien Togo Matin. Togo Matin évoque la sérénité renforcée dans l'appareil de l'État. Il n'y aura plus jamais d'autre 19 août 2017, selon Gilbert Bawara. Vous lirez l'article dans le journal à la page 3. Et puis, meeting politique couplé d'actions humanitaires. La NJSPF mobilise les populations de Barkwasi. Vous lirez l'article à la page 2 du journal. Le confrère qui parle également de la sortie de crise, toujours au Togo. La CPP appelle les populations au sens de responsabilité. Et puis un sujet lié donc à la concession de l'hôtel Sarakawa, bras de fer entre le Togo et le groupe Accor. L'État togolais décidé à faire valoir ses droits, nous renseigne le journal Togo Matin. Vous lirez l'article dans le journal. Donc, le bi-hebdomadaire Le Libéral. Le Libéral publie aussi l'interview de Gilbert Bawara. Le 31 juillet marquera une étape décisive, assure le ministre togolais de la fonction publique, bien sûr. Un confrère qui parle également du meeting de l'opposition à Mango, Bafilo et Sokore. La C14, sans le PNP, brise le mythe des localités assiégées. Vous lirez l'article dans le journal. La NJSPF dans l'OTI, meeting politique et action humanitaire. Le mouvement de Noël de Pouken réitère son action à la vision du chef de l'État. L'article à découvrir dans le journal. Et puis, Pinyang Rebecca, Miss Super Régional Lomé.
C'était le week-end, vous lirez les détails dans le journal. L'autre billet hebdomadaire, le correcteur. Le confrère parle du refus d'alternance au Togo, esselé, fort, appelle en renfort les dictateurs du centre. Comment Ouattara a court-circuité le pouvoir de Lomé. C'est sur cela que le confrère revient. Vous lirez l'article à la page 3. Et puis reprise des manifestations à Mango, Bafilo et Sokolé. La démonstration de la coalition dans les villes assiégées, c'est ce que le confrère écrit. Et puis organisation bancale des examens au Togo. En attendant les autres, le BEPC et le CPD et la marque de la médiocrité conclut le journal. Le confrère qui revient également sur le licenciement abusif de 614 agents de la SNPT. 10 ans après, une centaine de morts face au silence du chef de l'État. Les détails à découvrir dans le billet hebdomadaire Le Correcteur. Et le dernier journal ce matin avec nous, sa Nouvelle Opinion. Nouvelle Opinion au titre aussi sur Gilbert Bawara qui fait la une de la presse depuis le week-end d'ailleurs. Bawara à propos du prochain sommet de la CEDEAO et de la sortie de crise au Togo. L'heure est désormais aux actes, aux décisions et à l'action déterminée pour normaliser totalement et durablement la situation. L'interview du ministre Gilbert Bawara que vous lirez un peu partout maintenant depuis quelques heures. Et puis meeting politique et œuvre humanitaire dans l'OTI, la NGSPF sensibilise la population et apporte son soutien pour le développement de la localité. Et puis diplomatie avec Mohamed Sadou Rossama qui attire les investisseurs arabes vers le Togo. Les détails sont à découvrir dans le journal Nouvelle Opinion. Alors dans les kiosques ce matin, outre Nouvelle Opinion, vous avez le billet hebdomadaire Le Correcteur, l'autre billet hebdomadaire dans le kiosque ce matin, Le Libéral. Vous avez le quotidien Togo Matin, le quotidien Liberté, le quotidien Forum de la semaine. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Retour en studio, on sera rejoint tout à l'heure par Abbas Issaka, le patron du journal Le Mania Libéré. Bonjour Michel Tchadia. Bonjour Eric, bonjour à tous nos amis. Vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end? Ah, grâce à Dieu, bon, on ne peut pas se plaindre. Très bien. Bonjour également à l'homme. Bonjour. Et bonjour. Bonjour Eric et bonjour à Michel et bonjour aux techniciens et bonjour Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints. Je voulais quand même vous interroger sur cette affaire qui agite quand même depuis plusieurs jours maintenant, depuis une semaine environ, le monde politique français. Affaire Benalla. Affaire Benalla qui risque, on va dire, de ressembler à une affaire d'État en France. Alexandre Benalla est un proche d'Emmanuel Macron. Il a assuré sa sécurité pendant la campagne électorale qu'il a menée donc à la tête du pays, la France. Alors, l'homme s'est permis de se substituer à la police française il y a 2 mois. Le 1er mai dernier a même tabassé, on a vu les images au cours d'une manifestation donc publique. 2 jeunes, une dame et un homme. Ce fait scandalise toute la France entière et surtout au Parlement. Sauf que cette situation ressemble étrangement à une situation qu'on a vécue ici aussi chez nous. Rappelez-vous, en octobre passé, des hommes en cagoule, certains visages découverts, opérant aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité, tabassant des manifestants et des passants même. Ils ont été présentés plus tard par le ministre de la Sécurité, le premier flic, comme des groupes d'autodéfense des quartiers. Il y a eu quand même beaucoup de désapprobation dans l'opinion, on en a commenté ici. Et depuis, plus rien. Bonjour, Abbas Issaka. Bonjour Eric. Bonjour à tous ceux qui sont déjà bien installés dans les taxis. Est-ce que ce qui se passe en France vous interpelle par rapport à ce qui s'est passé au Togo chez nous? Oui, mais ça nous interpelle, mais je ne vois pas le rapport en ce qui concerne le Togo et la France. Parce qu'au niveau de la France, il s'est fait que c'est un conseiller proche du président qui voulait assister. Et il a demandé la permission d'y assister. C'est tout comme des étudiants ou des journalistes ou des magistrats qui veulent assister à ces genres de choses. Ils demandent des permissions, une autorisation d'abord avant d'être aux côtés des forces de l'ordre pour suivre ce qui se passe et venir faire leur rapport. Donc c'est dans ce cadre que ce monsieur a demandé
à aller suivre les policiers et voir comment les manifestations sont gérées en France. Mais c'est qu'il a été un peu loin. Il a outrepassé l'autorisation qu'on lui a donnée. On ne lui a pas demandé d'aller intervenir comme le font les forces de l'ordre. Lui-même, il a simplement dit qu'il voulait assister, voir ce qui se passe. Mais ce qui s'est passé au Togo ici, c'est autre chose. C'est des gens qui sont constitués en autodéfense pour dire qu'ils disent qu'ils sont de l'autodéfense. Ils sont de l'autodéfense alors qu'on les appelait des miliciens. Mais parce qu'ils n'ont jamais parlé de toute façon. Ils n'ont jamais parlé. Exprimé. Des gens ont parlé en leur nom pour dire que ils sont constitués en équipe d'autodéfense. Donc il y a aussi des affrontements entre eux. Ici, c'est une agression au niveau de la France, c'est une agression. Et ça va coûter cher à ce Ben Ali là. Il est âgé de 20 ans, je crois. Non, un peu plus que ça, Ben Ali. Oui. Bon, âgé un peu plus de 20 ans. Il est dans les 20 ans comme ça. Donc, et il a voulu. Cet acte-là lui vaut beaucoup de choses, mais par rapport à la comparaison que tu veux faire au Togo, c'est pour parler. Non, c'est pas moi, parce que moi, j'écoute l'opinion. Okay. C'est pour. Les gens veulent quand même rapprocher ce qui s'est passé en France, le rapprochement ce qui s'est passé au Togo. Le rapprochement se fait par rapport à l'impunité dont on parle. Voilà. C'est l'impunité. Donc, j'espère que là, il appartient aux autorités judiciaires de s'en saisir, comme ce qui s'est passé en France. Si, au niveau des autorités judiciaires, on ne s'en saisit pas. Et l'affaire coule comme ça, je pense qu'il faudrait réveiller la justice. Parce qu'ici aussi, les images avaient circulé à l'époque, les photos sur les réseaux sociaux. Et on dit souvent que si la justice ne s'auto-saisit pas, il y a certaines personnes qui se disent agressées, qui peuvent saisir la justice pour se faire justice. Porter plainte. Parce que le problème qui se passe actuellement, il faut faire de telle sorte que l'impunité puisse aussi finir dans nos pays et éviter que de tels genres de choses ne se répètent encore une fois. Et là, Mathis Ogbe. Bon, je pense que je partage l'avis de Abbas, oui, parce que c'est vrai que moi aussi je lis sur la toile depuis quelques jours cette comparaison qu'on fait de ce qui se passe en France avec le Togo. Elle n'a pas lieu d'être. Non, c'est pas qu'elle n'a pas lieu d'être. Les gens sont dans leurs droits de toutes les façons. Mais il faut préciser que le contexte n'est pas le même. C'est-à-dire que le contexte n'est pas du tout le même, surtout que nous ici depuis le 19 août, on a assisté à une crise, le pays en crise depuis le 19 août 2017, et il y a une escalade de violence qu'on constate dans le pays à un moment donné, mais c'est la sortie de ces personnes qu'on a appelées des groupes d'autodéfense, entre guillemets, par le ministre de la Sécurité qui pose problème. Parce que dans la foulée de cette sortie-là, on a tous été unanimes à condamner cela et à demander l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités, parce que dans une république, il ne revient pas à des individus ou à des citoyens de pouvoir se faire justice eux-mêmes, et qu'il revenait à l'État de pouvoir restaurer la justice et donner force à la loi. Et nous avons tous condamné cela, mais malheureusement à ce jour, on n'a pas eu une enquête ouverte pour pouvoir situer les responsabilités de cette situation. On a lu ensemble l'interview du chef de l'État accordé à Jeune Afrique dans laquelle il parlait également de ces groupes d'autodéfense, mais je pense quand même qu'au niveau, au-delà de ces différents propos, au-delà des discours des uns et des autres, il va falloir qu'on puisse à un niveau donné situer les responsabilités par rapport à ces personnes qui sont sorties gourdin, machette à la main pour pouvoir se faire justice eux-mêmes en lieu place de l'État qui est censé pouvoir rendre justice. Maintenant, l'affaire Benalla, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, comme Abbas l'a dit, il s'agit d'un cas d'impunité. C'est-à-dire qu'en Afrique en général, on constate qu'il y a des gens qui sont là pour protéger le pouvoir. Et dans plusieurs pays africains, et quand vous prenez, surtout en Afrique de l'Ouest, on constate que par rapport à la garde présidentielle, par rapport même à la gestion des manifestations, il y a des policiers ou bien sinon des gens qui sont là pour pouvoir, qui sont animés par un excès de zèle et pour pouvoir maintenir la sécurité ou pour pouvoir bastonner des citoyens. Donc on constate un peu partout. Des fois, c'est des militaires qui assument la
la protection, la sécurité voilà. lors des manifestations, ce qui n'est pas réglementaire. Voilà, donc sur les chaînes internationales, chaque jour on nous envoie des images comme ça, et dans tous les pays, même au Mali, en pleine campagne présidentielle, ce qui se passe de ce côté-là, on a arrêté le rédacteur en chef de TV5 Monde hier à Bamako, avec d'autres collègues également. Ils ont été libérés plus ils ont été libérés plus tard, oui, voilà. Donc un peu partout en Afrique, il y a ces scènes qu'on constate, il y a un abus de pouvoir sur des citoyens, ce qu'on condamne. Mais la France, vous avez vu, quand Benalla plutôt, Alexandre Benalla a porté la main sur le citoyen, vous avez suivi dans la foulée la réaction qu'il y a eu, même ce qui était prévu au niveau du Parlement était ajourné pour pouvoir enrôler cette affaire, écouter le ministre de l'Intérieur ce matin en direct et pouvoir donner une suite à cette affaire dans laquelle il y a 3 autres personnes qui sont auditionnées et placées sous contrôle judiciaire. Et donc je pense quand même que c'est un exemple et ça prouve encore une fois que la France reste une grande démocratie et vous constatez que Macron ne dit rien pour le moment, il souhaite ne pas commenter cette affaire parce que c'est une affaire vraiment embarrassante pour lui-même et pour son poste de président de la République. Mais de toutes les façons, c'est un exemple qu'on donne au niveau de la France à l'endroit des pays africains. Mais malheureusement, il y a des milliers d'exemples comme ça qui se multiplient dans les grandes démocraties. Mais dans les pays africains, on a toujours du mal à trouver le plus petit exemple qui puisse on ouvre des enquêtes dans plusieurs dossiers, finalement, de justice et ces dossiers, on ne les ferme jamais. Est-ce que ce débat peut quand même finalement interpeller la classe politique à demander à savoir un peu plus sur ce qui s'est passé en octobre dernier chez nous, ces jeunes, cagoulés ou non, qui travaillaient, je veux dire, aux côtés des forces de sécurité, visiblement impuissants. Michel. Tu parles de la classe politique, je ne sais pas de quelle classe politique. Je ne sais rien, non, mais écoutez, en France, on invite tout le monde. Oui, mais la majorité comme de l'opposition. En ce temps-là, ça fait un peu du boucan et puis juste après, c'est fini. C'est un dossier classé. Parce que fondamentalement, quand tu fais le lien, les deux confrères l'ont bien souligné, quand tu fais le lien, je pense que ça ne vaut pas la peine. Non, on n'a pas envie de faire le lien, mais ça rappelle en réalité. Ça rappelle, mais vous savez ce qui se passe chez nous en Afrique, ce n'est pas propre au Togo. Où certains, pensent que... Nous parlons du Togo, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, oui. Où certains pensent que, ils peuvent peut-être protégés par le pouvoir, ils peuvent poser des armes. Moi, en ce temps-là, si vous vous rappelez, moi, je m'étais levé contre. Et je le ferai demain également. S'il y a des... Parce qu'on ne peut pas parler de groupe d'autodéfense, des gens cagoulés. Quelqu'un ne peut pas me protéger, je ne le connais pas. Ça n'a pas... Ça ne rime pas. Comment on parle de groupe de défense quand ils partent dans les quartiers, les gens s'enferment dans des maisons. Ça n'a pas... Je pense que c'est à un moment donné, c'est une situation qui est arrivée. On a essayé de trouver des parades pour essayer de justifier cela, mais attention, ces groupes d'autodéfense faisaient plus peur que les forces de sécurité. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et donc, je rappelle que quelqu'un ne peut pas me protéger, je ne le connais pas. Cagoulé et autodéfense, j'avais dénoncé ça, que ce soit sur votre plateau ici ou sur d'autres radios que j'étais passé. Moi, j'ai dit non. Et même des responsables politiques à un niveau donné, même au niveau du pouvoir, on condamnait cela. Et jusqu'à maintenant, on ne connaîtra jamais la vérité sur cette affaire-là. Bon, ceux qui sont chargés, moi, qu'est-ce que je peux faire? Ceux qui sont chargés, peut-être ceux qui ont le pouvoir de faire connaître là, s'ils ne le font pas, moi, que je vais faire quoi? Mais moi, j'ai dit, les groupes d'autodéfense, à ce que je sache, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, c'est des gens qui nous faisaient peur, tout le monde était apeuré, tout ça, là, peut-être c'est le but visé, mais non. Parce que les groupes d'autodéfense appellent à d'autres groupes d'autodéfense. Et quand on est dans cette situation, vous savez ce que ça peut engendrer. Donc, malheureusement, on ne sait pas c'est qui jusqu'à présent. Je suis désolé. Mais par rapport à la France... je pense que c'est une tâche indélébile sur Macron parce qu'il est venu en tant que... Il a voulu faire de son mandat un président qui est clean, qui a des gens clean. Mais on se rend compte que dans cette affaire, ce monsieur a outrepassé ses prérogatives. Il a demandé la permission à être là, à côté des forces de l'ordre, c'est bien. Mais l'acte qu'il a posé, vraiment, c'est rétrograde. C'est pour la France, qui a atteint un niveau de démocratie, c'est vraiment... Vous savez, jusqu'à présent, Macron, c'est une affaire très embarrassante pour lui. Il ne sait quoi faire. Et vous voyez l'allure que ça a pris. Ça peut même le coûter très cher. Un proche collaborateur. C'est presque une affaire d'État. Oui.
Parce que l'être est sacré. On ne peut pas. Et puis surtout que ces 2 manifestants qui étaient déjà à terre, immobilisés, qu'on lui se permet de les frapper. Mais à quelle fin? Et donc, l'opinion, il y a un levé de bouclier au niveau de l'opinion. Et je pense que ça va suivre Macron jusqu'à la fin de son mandat, cette affaire-là. Ça veut dire qu'il il élève à la présidence des gangsters, des gens... c'est aussi le moment de saluer le travail de la presse en général. Ah oui, là-bas... Cette affaire s'est passée le 1er mai. Oui. Et la presse qui persiste. Le confrère Le Monde, notamment. Parce que, mais vous savez, tu me donnes là une occasion de dire quelque chose par rapport à la presse en France. Vous savez que les politiques français, ce qu'ils craignent le plus, c'est les gens de médias. Oui, c'est les professionnels des médias. Parce que, mais c'est eux qui peuvent faire des gens, c'est eux qui peuvent déposer les gens. Fillon était à 0,2 cm de l'Élysée. Mais la presse a réussi à le faire chasser dans des milliards de kilomètres de cette présidence. C'est fini. Hein? Non, c'est fini. C'est fini. Vous voyez? Donc, la presse est au quotidien au travail. Et si vous dénoncez des gens qu'on soupçonne de dilapider des milliards, des gens qu'on soupçonne de criminels économiques, mais ils se moquent même de vous. Mais attention. Ah bon? Ouais, non, oui, ils se moquent de nous. Finalement, ils disent, les gens là, c'est des mendiants, laissez-les crier, ça ne sert à rien. Vous comportez comme ça en France, mais on ne peut pas comparer la France au Togo, parce que, et généralement avec beaucoup de pays en Afrique, bien. Parce que, bon, nous faisons nos premiers pas sur le plan démocratique, et qu'il y a des laissés-aller, on ferme les yeux sur beaucoup de choses qui, sous d'autres cieux, constituent vraiment un scandale. Donc, c'est comme ça. On va aborder ce sujet une autre fois. Merci quand même. Vous êtes prononcé donc sur cette affaire qu'on rapproche un petit peu à ce qui s'est passé chez nous en octobre dernier au fin fond donc, de la crise politique au Togo. Une crise qui court toujours, on va en parler. Vendredi dernier, le général Yack Damran a sorti un communiqué, à peu près, un communiqué dans lequel on note qu'il y aura pas de manifestation au Togo à partir de ce matin, lundi jusqu'au 1er août prochain. Est-ce que c'est un communiqué qui vous a choqué, l'homme? Non, choqué, non. C'est-à-dire que je pense que dans les prochains jours, il y a quand même 2 grandes conférences, sinon 3 au Togo, et avec des chefs d'État qui vont arriver, et la date fatidique du 31 juillet 2018, à laquelle s'attendent beaucoup de Togolais par rapport à l'issue qu'il faut donner à la crise politique dans ce pays. Et je pense quand même que toute raison gardée, il va falloir que au niveau de l'autorité, on puisse, dans une certaine atmosphère, garantir la préservation du climat de paix et la préservation de cette atmosphère, de cette ambiance, pour qu'on puisse véritablement débattre de cette question en toute quiétude. Maintenant, par rapport au meeting de la coalition, je ne pense pas que ces meetings soient de nature à perturber et le bon déroulement des activités. Mais toujours est-il que par rapport à ces grands sommets, à ces grandes conférences, notamment la conférence CEAC-CEDEAO, oui, et avec les chefs d'État d'Afrique centrale, le 30 et les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, il va falloir qu'on puisse garantir un maximum ou bien une grande sécurité et puis une empreinte de convivialité dans laquelle vont se dérouler ces travaux. Maintenant, comme je l'ai dit, le plus important pour le Togo et pour les Togolais, pour l'Afrique de l'Ouest, c'est le 31 juillet 2018. Mais habituellement, excusez-moi de vous contredire, mais habituellement, quand il y a ce genre de manifestation, cette grande conférence à Lomé, on sait qu'il y a des périmètres qui sont bouclés, qui sont hautement sécurisés. Pourquoi est-ce qu'on ne boucle pas ces périmètres et on veut maintenant empêcher que, dans le Grand Lomé, dans le Golfe, qu'il n'y ait pas de manifestation? Est-ce que le patron de la sécurité au Togo n'est pas en train de nous dire, par exemple, qu'il n'est pas possible pour lui d'assurer notre sécurité et qu'il faudra arrêter tout ce qui est manifestation publique? Bon, vous savez, l'opposition aussi a sa stratégie. L'opposition, vous constatez qu'à chaque fois qu'il y a des conférences internationales, l'opposition fait tout pour pouvoir organiser une manifestation pour se signaler. Et ça, c'est stratégique aussi. Quand que vous avez des chefs d'État étrangers dans vos murs et que vous avez une situation difficile dans laquelle vous êtes, vous faites tout pour attirer l'attention de ces chefs d'État. On l'a vu la dernière fois quand les présidents de la CEDEAO étaient à Lomé. Bien évidemment. Ouais. Et donc, aujourd'hui, si le ministre de la Sécurité est en train de prendre ces mesures, peut-être parce que
il a reçu les consignes, ou soit c'est pour garantir la sécurité de tous les participants et que les choses se passent dans une bonne convivialité. Bon, c'est comme ça que je l'interprète. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas, mais l'opposition est dans son rôle également de pouvoir organiser des manifestations quand il y a une conférence internationale dans le pays pour se signaler, pour attirer l'attention des gens qui viennent au Togo par rapport à la situation dans laquelle nous sommes. Mais je pense quand même qu'à quelques jours de cette date fatidique du 31 juillet, il va falloir qu'on puisse rester en union de prière pour que, une fois pour toutes, on ait une réponse à toutes nos questions, pour qu'on ait une fois pour toutes une réponse à même de pouvoir nous sortir de cette crise qui n'a que trop duré. Alors, Sissa, quelle analyse vous faites finalement autour de cette mesure de général Yark Damran aujourd'hui? Je pense que il veut voir cette semaine sereine pour les chefs d'État qui vont arriver, puisque on parle même d'une conférence des ministres des Affaires étrangères qui vont préparer la réunion au cours de la semaine avant l'arrivée des chefs d'État, puisque vous n'êtes pas sans savoir que souvent... Dans bien de pays à travers le monde, il y a des grandes conférences. Mais on n'a jamais entendu qu'on a interdit toute manifestation. C'est par rapport aussi à la situation actuelle que traverse le pays. Et puis ces manifestations, je ne crois pas savoir que... Apparemment, elle est sous contrôle, non? Elle est sous contrôle. Et l'opposition n'a pas demandé à manifester comme ça, mais puisqu'il a été précisé que les meetings programmés par l'opposition ne sont pas concernés par ce communiqué. Ce qui veut dire que... Mais il y a un meeting à Lomé le 28. Le 28, il doit y avoir un meeting le 28. Oui, donc les meetings peuvent continuer. Si l'opposition a programmé des meetings au cours de cette semaine, ce qui veut dire que ces meetings peuvent avoir lieu dans des coins. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que il y a un périmètre de sécurité qui est bien établi pour que les gens n'approchent même pas le centre de conférence. Le centre de conférence. Et ça, c'est partout, c'est comme ça se passe. Nous avons vu que même lors du dernier sommet de la CEDEAO au Togo, l'opposition avait voulu manifester, mais vous avez vu comment on a même bouclé les points de manifestation pour les rassemblements pour que l'opposition ne puisse pas se retrouver. Mais quand même, la réunion de la CEDEAO a pu se tenir sans problème. Et j'espère que pour le moment, il y aura un périmètre de sécurité. Mais l'opposition peut continuer ses meetings programmés, pas des marches. C'est ce qui a été établi. Donc, nous apprenons que le 28 également, il y aura une réunion, un meeting de l'opposition au niveau de, je ne sais pas de l'opposition, de l'ANC plutôt, au niveau d'Agoye Zongo. Ça peut se faire, puisque c'est loin du lieu de la conférence. Oui, mais en même temps, le ministre a parlé du golf. Oui, c'est un meeting, ce n'est pas des marches, c'est des meetings. Il a dit que les meetings programmés par l'opposition ne sont pas concernés, ce qui veut dire que ça peut continuer. L'opposition peut continuer par faire ces meetings, ça ne gêne pas. Mais c'est les marches qui bloquent peut-être que les artères et autres qui font que le ministre de la Sécurité a été obligé de prendre ces mesures afin de ne pas avoir des problèmes d'encadrement de ces gens. Avoir de la peine à gérer les manifestations pendant que les chefs d'État et de gouvernement même sont dans notre pays pour le sommet, 2 sommets même de la CEDEAO. Très bien. Michel? Non, moi je me dis tout simplement que vous savez que, comme l'ont dit les confrères, depuis je pense quelques jours jusqu'au 31 juillet, le Togo abrite de grandes rencontres qui seront culminées par le sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Et le Togo doit être, en tout cas, tout le monde doit être à l'unisson pour que ces rencontres soient des réussites. Et comme on connaît ce qui se passe lorsqu'il y a des manifestations, notamment les dérapages et autres, mais je pense que c'est dans ce sens que le général Yark a voulu faire en sorte que les manifestations soient suspendues dans cette période-là et autoriser les meetings. Mais en même temps, est-ce qu'on ne fait pas entorse à la loi? Il y a une loi dans la République quand même. Non, en temps normal, même si vous avez des manifestations, que vous soyez de l'opposition ou du pouvoir, quand on a des
de ces genres de situations, vous déprogrammez vos meetings, vos sensibilisations. Comment ça? Oui, vous pouvez ajourner cela pour permettre le pays d'être calme. Parce qu'il y a des étrangers dans nos milieux. Oui, mais et il faut quand même est-ce que manifester veut dire qu'on veut... C'est en combien de mettre temps? le pays... D'ici 31, c'est en combien de jours? Est-ce que manifester voudra dire qu'on veut quand même chauffer le pays? Mais En réalité, les gens veulent on se a faire l'expérience. entendre. On a veulent se faire l'expérience. entendre aussi. Oui, mais on a C'est quand l'expérience. les chefs d'État de pays étrangers sont là qu'on a envie de se faire entendre. En réalité, quand il y a les chefs d'État comme ça, les responsables politiques des autres pays, qui les ministres, autres, mais l'opposition qui veut manifester là, c'est l'occasion aussi pour eux de faire des lobbying. Oui. Est-ce qu'ils ont besoin d'être dans les rues avant de se faire entendre? Ils peuvent demander la preuve la dernière fois, si j'ai bonne mémoire. Quand les chefs d'État, Akufo-Addo était ici, il a été, Jean-Pierre Fabre a été le voir. Si c'était en pleine manifestation, est-ce que c'est possible? C'est ce que la presse a dit. Oui, la presse, ils ont reconnu, c'était pas... Mais c'est des occasions aussi pour eux aussi de faire des lobbying. Est-ce qu'ils ont besoin forcément de ces manifestations en une semaine avant, puisque ça fait pratiquement une semaine et quelques jours. Ils ont besoin de ça. Il faut qu'on ait la sérénité pour pouvoir organiser ces rencontres-là, parce que tu as parlé des zones de bouclage. Mais c'est vrai, c'est les forces de sécurité qu'on prend pour ça. C'est les mêmes qui seront là pour encadrer aussi ces manifestations. Mais ça, c'est de trop aussi, Oui, mais ça. apparemment, on en a suffisamment quand même. Hein? De forces de l'ordre? Oui, bien sûr. Non, mais pourquoi quand on fait certaines manifestations, quand on programme des manifestations dans certaines villes intérieures, on dit qu'il n'y a pas suffisamment des agents pour encadrer ces marches-là? Même à Lomé ici, vous pensez que le Togo a suffisamment de policiers et des gendarmes pour pouvoir encadrer les marches sur toutes les temps et surtout Lomé? Non. Je pense que c'est dans ce sens-là que le ministre, c'est-à-dire le bon sens voudrait que les gens comprennent cela. Et juste, on a dit jusqu'au 1er août. Et après, les gens sont libres s'ils font la demande, si on autorise, ils font leur manifestation. Moi, je ne trouve pas que, bon, c'est vrai en politique, les gens veulent faire du bruit, comme violer la conscience. Mais non, je trouve que c'est un petit sacrifice qu'il faut consentir. Un sacrifice, s'il doit être un sacrifice, il va falloir que les deux parties soient d'accord. Mais là, franchement, est-ce qu'on n'est pas en train de violer le droit des gens à manifester à tout moment? Bon, c'est pourquoi je dis que c'est possible qu'il y ait des non-dits dans l'affaire. On ne sait pas si... C'est-à-dire qu'on ne dit pas tout. On ne sait pas s'il y a eu une réunion où entre le ministère de la Sécurité, le ministère de l'Administration territoriale et les responsables de la coalition. Parce que ce week-end, comme Abbas apparemment, il n'y a rappelé, pas que la coalition qui prévoit des manifestations cette semaine ou avant, quand même, la rencontre de la CEDEAO à Lomé. Il y a aussi le Front Citoyen Togo Debout, il me semble. Oui, qui projette aussi une manifestation. Oui, c'est pour ça que je dis peut-être qu'on ne maîtrise pas tout. Parce qu'entre-temps, le ministre de l'Administration territoriale a dit que les meetings de la coalition ne sont pas... ne sont pas concernés. Donc ça veut dire que il y a eu à un moment donné des discussions au préalable qu'on ne nous dit pas. C'est pourquoi je dis ce dossier, il va falloir qu'on puisse avoir tous les éléments avant de pouvoir l'analyser. Parce qu'on ne peut pas se baser sur le simple communiqué du ministre de la Sécurité, pendant que la coalition des 14 n'a rien dit officiellement à propos de ça. Et donc, si il y a eu entre-temps discussion entre les deux parties, il va falloir qu'on puisse le savoir. Il va falloir que la coalition nous dise si réellement, ou la coalition dise à l'opinion si réellement, entre-temps, elle a été informée de ce communiqué au préalable avant l'officialisation. Et s'il y a eu entre-temps une réunion entre les parties pour pouvoir s'entendre sur la mise en œuvre de cette mesure. Et donc, voilà, comme par le passé, il y en a eu, bien évidemment. Et donc, maintenant, il va falloir qu'on puisse attendre. Et moi, comme je l'ai dit, ce qui m'importe, et ce qui importe à tous les Togolais, c'est le 31 juillet, que les manifestations soient suspendues ou pas. On attend véritablement cette date-là. En tout cas, le confrère Liberté écrit ce matin que le 31 juillet, le compte à rebours a commencé pour une sortie de crise ou l'exacerbation des fois de la crise. Alors, il y a cette interview du ministre Jibé Bawara, largement traité par la presse depuis le week-end dernier. Le confrère, le quotidien Togo Matin, évoque le sujet parlant de sérénité renforcée quand même dans l'appareil de l'État. En tout cas, quand on lit l'interview du ministre Jibé Bawara, on se rend compte qu'il y a eu une forme de sérénité qui se dégage amplement d'ailleurs. Il dit qu'il n'y aura plus jamais d'autres 19 août 2017. Il y a beaucoup de séquences que les journaux ont choisi. Le libéral morceau choisi, le 31 juillet marquera une étape décisive. Il y a nouvelle opinion, séquence choisie. L'heure est désormais aux actes, aux décisions et à l'action déterminée pour normaliser totalement
et durablement la situation au Togo. Et puis, pour couronner le tout, il dit, dès le 1er août prochain, s'ouvrira un chapitre nouveau et chacun comprendra. Qu'est-ce qui rassure autant le ministre Bawara, Abbas Issaka? Oui, c'est tellement qu'il a eu, puisqu'il est bien ancré dans le dossier, dans ce dossier. On ne sait pas s'il a eu quelques fuites pour être rassurant. Parce que nous, on ne peut pas dire, puisqu'on n'est pas dans le secret de Dieu, pour savoir ce qui le rassure complètement. C'est pour cela que tout le monde attend ce 31 juillet, cette date fatidique, qui est le 31 juillet, pour savoir à quelle sauce le Togolais se doit manger. Puisque pour le moment, la guerre se passe entre les deux protagonistes. Et on met déjà maintenant le peuple devant pour dire que c'est le peuple, c'est le peuple. Mais ce peuple-là va se décider de lui-même lorsque le 31 décembre, le 31 juillet, on va décider de ce que sera les activités au Togo, les activités politiques au Togo, la crise, qu'est-ce que ça va donner à la fin le 31 décembre et le 31 juillet. Donc nous sommes, tout le monde à être oui et tout le monde a ses regards tournés, même la coalition et même le pouvoir. Bien sûr. L'ensemble de la population a ses yeux tournés vers ce 31 juillet et c'est pour cela que les uns les autres disent qu'il faut qu'on reste en prière. Qu'on reste en prière pour que effectivement le Togo connaisse une nouvelle vie juste au niveau après le 31 juillet, qu'à partir du 1er août, les Togolais puissent arriver à s'asseoir ensemble et discuter et qu'ils se fassent confiance. Alors, est-ce qu'il faut encore prier pour cela, puisque le ministre Bawara nous rassure que bon, dès le 1er août, s'ouvrira un chapitre nouveau, donc il y aura forcément un chapitre nouveau. Ça, c'est l'opinion du ministre. Il dit, nous les Togolais, nous, au niveau de la presse, on ne sait pas ce qu'il y en est. Donc c'est pour cela qu'on demande aux Togolais de rester en prière pour que demain ne soit pas autre chose que ce que les gens pensent. Que ça soit une chose plus claire et que ça rassemble les Togolais et que les recommandations qui seront prises puissent être mises en œuvre pour le bien de tous les Togolais et non pour le bien d'une classe politique ou d'une autre. Alors, comment est-ce que, Michel, comment est-ce qu'on peut analyser cette sérénité que dégage le ministre Bawara dans ce dossier aujourd'hui? Il y a comme une forme de communication centrée sur la sérénité depuis quelques jours au niveau du gouvernement. Non, Abbas le disait, je pense qu'il est plus proche du dossier que quiconque. Et il représente le gouvernement auprès, en tout cas, au sein du dialogue. C'est le nouveau bras de Faure Gnassingbé, il faut le dire aussi. Oui, et vous savez, la CEDEAO, le président Faure Gnassingbé en même temps président en exercice de la CEDEAO. Bien sûr. Ça veut dire que quelque part, je ne l'affirme pas avec certitude, mais peut-être quelque part il a aussi des informations par rapport à la mouture que proposera la CEDEAO. Et par rapport à ça, il dégage une certaine sérénité. Il sait que le Togo va amorcer un tournant décisif dans en tout cas dans sa marche vers plus de démocratie. Et il le dit, les mots choisis sont... il a choisi des mots assez expressifs. Ça ne date pas de son interview. Là, je pense qu'il y a de cela quelques semaines. Quand vous écoutez Bawara, il est dans une dynamique de rassurer les populations, rassurer la classe politique, que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour le bien du Togo. Et qu'au 1er août, tous les Togolais comprendront que le Togo rentre, en tout cas, est en train d'écrire, les Togolais sont en train d'écrire une nouvelle page de leur vie commune. Et de là où il est, le rôle qu'il joue, je pense qu'il le joue très bien parce que il représente le gouvernement, tant bien même il est une pièce maîtresse de la machine unie, mais il a le devoir de bien communiquer pour rassurer les Togolais, parce qu'à un moment donné, on s'en a senti une certaine angoisse de la part des populations, parce que les gens se demandent aujourd'hui avec quelle sauce la CEDEAO va nous manger, tout ça là, les gens sont inquiets, que ce soit les opérateurs économiques, en tout cas les populations en général, et donc ça permet quand même en tout cas, de rassurer l'opinion, comme quoi après le 31 juillet,
le Togo ne s'arrêtera ne pas. s'arrêterait pas. La belle vie va continuer. La vie politique va se dérouler normalement, quitte aux uns aux autres de prendre à bras le corps les recommandations que la CEDEAO amènera ici. Parce que quand vous voyez à l'inverse ou bien en face, on sent qu'il n'y a pas une sérénité dans les rangs de l'opposition. Depuis quelques semaines, certains même, des voix s'élèvent dans le peuple pour dire que le 31, ça ne donnera rien et que bon, au peuple de prendre ses responsabilités, tout ça là. Et ne soyez pas surpris d'entendre ce communiqué du ministre Yak. Ils ont des informations que nous, on ne connaît pas. Et ils sont dans l'appareil de l'État. Ce qu'ils apprennent comme information, si les gens ont des plans machiavéliques à dérouler jusqu'au, en tout cas, 31 juillet, mais s'ils ont ces informations, on ne peut pas laisser des gens perturber la vie publique. Oui, ça c'est normal. Oui, c'est normal, c'est leur rôle. Que ce soit Bahara ou le général Yark, ils sont dans leur rôle. Ils sont en train de rassurer les populations pour lesquelles ils sont là-bas. Et j'ai l'impression que, contrairement à général Bahara qui appelle la population à la sérénité, dans l'opposition, dans les rangs de l'opposition, c'est la débandade. Peut-être que... Débandade? Oui, puisqu'ils ne sont pas rassurés. Ils pensent que tout le monde, au moment où tout le monde attend les recommandations de la CEDEAO, ils disent que la CEDEAO ne réglera rien. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Qui a dit ça? Eh bien, c'est un responsable de la C14 qui l'a dit. Et que c'est aux populations de prendre leurs responsabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, peut-être ils ont des fuites qui, selon ce que ils cherchent, peut-être que ça n'a pas encore ça de oui, côté. C'est vrai que dans une interview à Savoir News, excusez-moi, dans une interview à Savoir News, il y a Éric Dupuis, le patron de la communication de l'Alliance pour le changement, l'ANC, qui déclare que si, parlant des prochaines décisions de la CEDEAO, il dit, si cela ne nous convient pas, nous avons le droit de dire non. C'est son avertissement. Mais, et l'homme, au-delà même de cette assurance du Bitsbara, qui occupe quand même une place importante finalement depuis quelques jours dans l'appareil, dans les médias, au-delà de cette assurance, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus une opération de com? Non, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tous les esprits qui sont inquiets. Il y a quand même des éléments de langage qui ne trompent pas dans son interview quand vous le lisez. Oui, mais je pense que c'est beaucoup plus une communication pour rassurer les Togolais et la classe politique dans son ensemble sur l'après 31 juillet. Et comme vous l'avez constaté, il y a beaucoup de phrases qui se rejoignent par rapport à cela. L'après 31 juillet, la normalisation de la vie politique, enfin, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse relancer la classe politique par rapport à cette question de réforme politique et réforme constitutionnelle, institutionnelle beaucoup plus. Et d'un autre côté, une opposition, la coalition des 14, qui dit que si ces recommandations ne leur conviennent pas, ils vont quand même dire non. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il y a des non-dits dans ce dossier de règlement de la crise politique qui échappent à beaucoup de personnes. Et personnellement, je pense qu'il va falloir qu'on puisse attendre le 31 juillet pour sortir un certain nombre de choses. Je le dis, toute raison gardée, parce que cette décision... Oui, parce qu'il y a des recommandations. Comme moi, je l'ai dit tantôt sur ce plateau, qu'il ne faut pas trop rêver par rapport à cette date du 31 juin. Parce que pour beaucoup... Il n'y aura pas de changement notable. Parce que pour beaucoup, à partir du 31 juin, Faure Gnassingbé ne sera plus au pouvoir. Ou à partir du 31 juillet, comme Iselom Klasso ne sera plus Premier ministre, je n'en sais rien. Ou à partir du 31 juillet, c'est M. Jean-Pierre Fabre qui sera Premier ministre. Il va falloir que les gens puissent s'asseoir pour analyser de façon froide la situation et pour qu'on ne puisse pas se prendre trop la tête par rapport à ces recommandations qui seront issues du 31 juillet dans ce pays. Maintenant, il y a un jeu pas clair qui se joue dans les coulisses par rapport à beaucoup de choses au niveau de la coalition, justement, où on dit autre chose officiellement, où on fait autre chose officieusement, à quoi faites-vous allusion concrètement? Donc, il y a des contacts informels qui se font du côté de la coalition. Oui, mais ça, on peut pas refuser aux politiques. Oui, c'est normal. Mais quand il y a des choses qui se passent derrière le rideau et officiellement vient dire autre chose, je pense quand même qu'on est en politique, oui, mais il faut rester fidèle à sa ligne et à ses convictions. Oui, il faut le dire aussi. Et donc, on attend le 31 juillet. S'il y a des choses qui sortent, pour le moment,
on n'est pas dans le secret des dieux. On ne sait pas ce que la conférence des chefs d'État va recommander à la classe politique togolaise. Mais ce qui est souhaitable, c'est qu'on puisse véritablement régler la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles une fois pour toutes. C'est-à-dire limiter le mandat présidentiel et essayer de faire un mode de scrutin à 2 tours, aller vers des institutions plus solides et plus renforcées en ce qui concerne l'organisation. Faire une réforme en bonne et due forme. Des élections, faire une réforme en profondeur de la classe politique et puis de la constitution et des institutions de la République. C'est important parce qu'on ne peut pas continuer dans cette situation, sachant pertinemment qu'il y a des recommandations de la CVJR qui parlent de la même chose, des réformes constitutionnelles et institutionnelles pour solder une fois pour toutes le différend politique. Je pense que c'est ce qui est fondamental aujourd'hui et aller vers la limitation de mandat. Le mode de scrutin à 2 tours, c'est ce qui est fondamental. Maintenant, pour les calculs qui peuvent y avoir lieu par rapport aux perspectives, on verra bien. Mais aujourd'hui, ce que demande le peuple, ce que demande l'opinion, ce à quoi les gens sont prêts, c'est d'aller vers des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Tout à l'heure, je vous demanderai si la coalition de 14 partis n'est pas en train de vivre ces derniers moments, parce qu'après le 31 juin, il va y avoir beaucoup de choses. Beaucoup de choses dont on ne parle pas encore pour l'instant. Albert Saka, je vous pose la question. Est-ce que la C14 est en train de vivre ce dernier moment? Bon, nous attendons le 31, parce que le 31, j'ai dit tout à l'heure que c'est la date fatidique, puisque moi j'ai reçu l'information d'un leader même de la C14 qui dit qu'ils attendent le 31. C'est qui ça? Et je ne veux pas vous donner ça. Je ne vais pas vous citer son nom. Ils attendent. Non, il n'a pas tué. Oui, il n'a pas tué, mais je ne veux pas dire que c'est pas lui que la coalition va... Il faut protéger ta source. Ouais, je ne veux pas dire que c'est pas lui que la C14 va... C'est pas une information assez sensible pour dire qu'on protège sa source. Bon, dans tous les cas, le problème est là, c'est que le 31 juillet, tout le monde sera fixé et que la lutte ne sera pas la même. Et ça, tout le monde le dit. Ouais, comme ce qui s'est passé depuis 19 août jusqu'à ce jour, jusqu'au 31, la lutte sera différente et que chacun prendra ses précautions parce que la CEDEAO, la recommandation... Chacun prendra sa route. Sa route. Les recommandations de la CEDEAO ne se feront pas en dehors des textes du pays. La loi du pays est là et les recommandations vont être conformes à ce que la loi du pays dit. Ça ne va pas autre chose. Donc, ce qui veut dire que les réformes dont on parle, ces réformes se feront selon les lois du pays. Et les réformes institutionnelles et constitutionnelles ont réclamé parce qu'on voulait le changement de la Constitution et de la Cour constitutionnelle. Il y a aussi réaménager aussi la CENI, faire de telle sorte que le cadre électoral complètement, revoir le cadre électoral. Mais lorsque on prend test par test, on va voir les recommandations test par test pour voir est-ce que ceci-là répond aux tests du pays. Et à partir de là, tout le monde sera fixé s'il y aura élection ou pas. Donc, lorsque on finira, les recommandations vont dire vous allez aller aux élections, mais nous allons vous accompagner. Est-ce que vous croyez que la C14 va être dans la logique d'un combat pour continuer, pour dire que nous ne sommes pas satisfaits et ceux-là qui ne sont pas, ils vont continuer, mais d'autres qui sont satisfaits. Éric Dupuis a été clair. Ouais, que... Lorsque la décision sortira et ils ne sont pas satisfaits, ils diront non. Mais qu'est-ce qu'on veut de la recommandation de la CEDEAO? Dire que Faure ne sera pas candidat, c'est ça? Ou bien Faure va partir tout à l'heure, ici et maintenant, parce que c'est le combat qui est mené, ou bien le retour à la Constitution de 1992. C'est ça qu'on attend, qu'on veut entendre parler, qu'on veut entendre dire la CEDEAO, ou soit la transition, le gouvernement de la transition, ou le gouvernement d'innovation tel qu'on a commencé par l'appeler. C'est ça qu'on veut. Donc, c'est que peut-être que si les recommandations ne disent pas ces genres de choses, que certains vont dire non, nous ne sommes pas d'accord. Alors qu'il faut sortir le pays de cette crise-là éternelle que nous sommes en train de vivre. Parce que préparer les élections... Non, ce n'est pas une crise éternelle. Mais si les gens continuent pas à dire qu'ils ne sont pas d'accord, ça doit être une crise. De toute façon pas éternelle. Mais il faut faire de telle sorte qu'elle finisse. Parce que depuis 1990, ça a commencé jusqu'à ce jour. On ne finit pas. Et jusqu'à ce que c'est la CEDEAO qui vient prendre... Je vous rappelle que rien n'est éternel quand même. Rien n'est éternel. Ouais, ça finira. Mais il faudrait faire de telle sorte que ça finisse le plus rapidement possible. Alors, pour que la crise finisse aussi, je voulais dire, est-ce qu'il ne faut pas finalement qu'on remette aussi en scène le moment où on est en train de régler le problème togolais,
qu'on pense également au renouvellement de la classe politique dans son entièreté. La jeunesse, elle est là. Tout le monde chante la jeunesse. Tout le monde chante la jeunesse. Mais elle est là. Ou bien, elle ne se mobilise pas véritablement pour pouvoir changer les donnes. Non, c'est... Ou on le lui refuse. Le renouvellement de la classe, je pense que tu as ouvert un grand débat. J'ai l'impression que le temps ne va pas nous suffire pour parler de ça. C'est vrai. Le Togo a tellement... La manière dont la politique est faite depuis les années 90 jusqu'à ce jour, on fait tellement ombrage à la jeunesse. Le discours qu'on tient, que ce soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition, la jeunesse est marginalisée. Au niveau politique, bon, bien sûr, il n'y a pas émergence et ça se justifie, ça se comprend. Ça fait combien d'années on n'a pas fait des élections locales pour pouvoir permettre à la jeunesse à la base. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le parti au pouvoir ou les partis de l'opposition, il y a des jeunes qui ont même la vingtaine qui veulent s'exprimer, mais ils n'ont pas ils n'ont pas le... Comment vous l'appelez là? Ils n'ont pas le moyen de s'exprimer? Non, ils n'ont pas de... Il n'y a pas de canaux appropriés pour ça. Si jamais on faisait les élections locales, c'est l'occasion aux jeunes de... Non, vous êtes sûr qu'il y a des jeunes qui veulent s'exprimer? Il n'y a pas de canaux? Ils n'ont pas de canaux. Dans les partis politiques, je veux dire. Oui, bien sûr. Dans les partis politiques, on fait ombrage. Parce que quand vous voyez le pouvoir et l'opposition, depuis 25 ans, 27 ans, c'est pratiquement les mêmes choses. Peut-être on amène une graine, bon, on chante, on dit c'est la jeunesse. On amène quelqu'un de 40 ans, on dit la jeunesse. Non! Il y a des jeunes de 20-25 ans qui ont du talent politique, qui ont besoin de s'exprimer, mais qui n'ont pas les anciens tout bouchés. C'est pourquoi je prie énormément qu'il y ait les locales un jour ou l'autre dans ce pays, où nous allons découvrir ensemble des rebelles entre politiques, des jeunes rebelles, entre guillemets bien sûr, qui vont à l'image de comment vous l'appelez en Afrique du Sud là? Julius Malema. Malema, mais se faire découvrir. Parce qu'aujourd'hui, les choses sont faites de telle sorte que, même à 40 ans, quand tu veux te faire un chemin politique, on dit, mais tu es né quand? Mais alors que, on est en train de ruiner gravement la jeunesse. Et je vais faire un pas pour les femmes. Tout ce qui est dit, que ce soit du côté de l'opposition par rapport... Quand vous voyez les élections approchent, on transporte des femmes dans les camions comme des bêtes électorales partout. Mais à la fin, quand il faut former le gouvernement, on a 3 ou 4 femmes. À l'Assemblée, elles sont combien? Des deux côtés. Et pourtant, on parle de parité. De parité. Vous vous rappelez? Elles sont combien? Mais c'est elles qu'on utilise partout. Dans la pluie, sous le soleil. À minuit, c'est elles qu'on exploite. Mais à la fin, il n'y a pas une forte représentativité des femmes. Alors qu'on connaît le rôle des femmes dans ce pays. Que sur le plan politique, économique, les femmes battantes, elles sont partout. Mais on les utilise juste. C'est la même chose avec la jeunesse. On crie tout le temps la jeunesse, mais non. On ne fait rien pour offrir à la jeunesse, même à 40 ans. Mais il y en a beaucoup aussi qui ne s'engagent pas politiquement. Non, mais je dis c'est bouché. Il faut des tribunes. Voilà, j'ai trouvé le mot. Ils n'ont pas de tribunes, les jeunes. On va dire, il est des camps. Alors que la politique ne se fait pas avec le grand âge. Non. Les gens ont commencé la politique à 18 ans. On a l'exemple en France avec Emmanuel Macron. Mais au Togo, ici particulièrement, je ne pense pas. Peut-être d'autres voient autre chose, mais moi, je ne pense pas qu'on fait, on fait beaucoup pour la jeunesse. Surtout, j'insiste, sur le plan politique. C'est les mêmes. On fait le gouvernement. Ceux qui sont partis il y a 10 ans, on les ramène au niveau même de l'opposition. C'est les mêmes qu'on voit. Les gens vont, ils mettent des pions devant. Après, on vient les chasser. On revient. Bon, ça, vous parlez d'autre chose. Non ça on ne veut pas rajeunir. Oui, bien sûr. Parce qu'on ne fait pas suffisamment confiance. Rappelez-vous, rappelez-vous en 2001 ou 2002, lorsque le commandant Bokor était rentré au gouvernement, il fallait vous rappeler de ce temps. J'ai encore mémoire où on disait, c'est la jeunesse, alors que... Mais le gars avait plus de 40 ans, on parle de la jeunesse. C'est quoi ça? Elon Matisogwe, est-ce que le paysage politique en réalité au Togo est fermé à la jeunesse? Oui, très fermé à la jeunesse. Non, très fermé à la jeunesse. Moi, je prends le cas du parti, du parti du NET, par exemple, l'un des plus jeunes partis du Togo. Mais à part Diritama, vous voyez qui? Mais il n'y a personne autour de lui. Oui, mais pourquoi? Ça veut dire que la jeunesse ne s'engage pas. Non, moi je suis contre cela.
Et est-ce que Djeria, l'ancien jeune qui a refusé de s'exprimer? Je prends son cas parce qu'il est le plus jeune. Quand je vois la classe politique, il est le plus jeune. Je laisse de côté. Je dis le plus jeune parce que il y a des gens qui sont là depuis 90 qui refusent de partir. Et on a la chance d'avoir quelqu'un qui est très jeune, à son âge déjà, et qui a fait des choses depuis quelques années, mais dont on ne voit pas les collaborateurs. Mais est-ce que Djeria, l'ancien jeune qui ne s'exprime pas? Et entre-temps, on avait vu lors de plusieurs conférences de presse des jeunes autour de lui qui essayaient de prendre plus ou moins la parole. En temps, il voulait même lancer des jeunes, mais ces jeunes sont devenus quoi? Ils font quoi maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas plus une volonté de pouvoir s'exprimer ou de s'affirmer plus en tant que président que de pouvoir déléguer le pouvoir à des jeunes qui vont prendre le devant par rapport à des choses? Allez à l'université de Cara, il y a des jeunes qui font les Sciences Po. Oui. Mais ils ne sont pas dans des partis politiques. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de creuset pour s'exprimer. Non, en même temps, c'est pas dire qu'en fait, Sciences Po, vous devez être milité dans un parti politique. Oui, mais quand par exemple, vous voyez sur le terrain, il y a des jeunes qui veulent faire de la politique. Mais aux côtés de qui? Des aînés, naturellement. Mais vous avez une classe politique où des gens sont présidents depuis 90 et qui ne changent pas. Et ceux qui ont participé à la conférence nationale, certains ont fait semblant de partir, après ils sont venus chasser les gens pour reprendre. Qui sont revenus, voilà. Donc, vous voyez, donc tout ça aujourd'hui, ça jette du discrédit même sur la classe politique. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'opposition n'a aucune leçon de démocratie à donner à qui que ce soit. L'opposition, je répète, l'opposition n'a aucune leçon de démocratie à donner à qui que ce soit. Depuis 90, vous êtes aux commandes. Vous refusez de céder la place à des jeunes qui sont dans vos partis, mais que vous étouffez. Et vous ne voulez pas qu'ils prennent la parole. Vous voulez être le président fondateur dans certains partis. Vous dites que vous avez fait ci, vous avez fait ça. Vous avez tel nombre d'années d'expérience. Les jeunes qui sont là, ils vont prendre le pouvoir quand eux. Ils sont là, ils vous regardent. C'est pour ça qu'on voit depuis quelque temps aussi le foisonnement des partis politiques. Oui, bien évidemment. Et puis, c'est un élément qu'il faudra relever. Tout le monde dit dans les discours que la jeunesse est le capital humain le plus indispensable. Même en Afrique, on dit que non, l'Afrique, il y a 70% de jeunes, c'est le continent où il y a plus de jeunes. On le dit partout. Un continent d'avenir. Mais aujourd'hui, quand vous prenez le Togo, la classe politique est une classe politique où on a des présidents de troisième âge. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Mais quand vous prenez les partis de 90 qui sont là jusqu'alors, c'est les mêmes présidents qui sont là depuis 20 ans, 25 ans de lutte politique. Ils sont là. Ils sont là aux affaires. Et ça ne donne pas. S'ils sont là, excusez-moi, mais s'ils sont là, est-ce que c'est pas parce que, quelque part, je réitère mon interrogation, des gens ne veulent pas véritablement faire de la politique? Est-ce que vous... Combien sont-ils à vouloir prendre les tribunes pour s'exprimer véritablement? Juste pour finir en une minute, organiser une conférence de jeunes, aujourd'hui ou demain, vous verrez combien de jeunes ont envie de prendre la parole. Mais écoutez, Fornia Singé avait voulu donner la parole à la jeunesse. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Posez la question à Kokoroko. Quand on avait écrit, c'est lui qui avait dit que bon, c'est une question de calendrier. Posez-lui la question, il va vous répondre. D'accord. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que on était les premiers. Est-ce qu'on parle de la jeunesse que j'ai reçu? Oui, on était les premiers. On était les premiers à parler de ce report s'inédié. Quelques jours après, c'est le président du comité qui dit non, qu'il y a des raisons de calendrier. Il n'a qu'à se tenir aux raisons de calendrier du chef de l'État, au lieu de régler les problèmes en interne et de pouvoir s'occuper des choses sérieuses pour dire qu'il y a des raisons de calendrier. C'est lui seul qui maîtrise ce qu'il dit. De toutes les façons, le président a envie de faire quelque chose de bien. Maintenant, si derrière, il y a des gens qui, pour des raisons inavouées, essaient d'opposer des jeunes parce que telle personne a tel nombre de jeunes à manipuler. C'est ça aussi le problème du Togo. Organiser une conférence et donner la parole aux jeunes. Moi, j'ai eu la chance d'organiser une conférence. Des jeunes qui sont triés sur le volet. Oui, on veut quand même savoir ce qu'ils vont dire au président, par exemple, avant qu'ils ne prennent la parole. C'est ça aussi qu'il faut éviter. On a organisé une conférence en 2015 sur l'immigration clandestine avec des jeunes venus de 10 pays. Mais vous ne pouvez pas imaginer tous ces jeunes-là qui ont envie de prendre la parole, qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de se prononcer sur des sujets qui les concernent. C'est pas parce que on est aujourd'hui, on a des aînés qui vont pouvoir décider à la place des jeunes. Donnez-leur la parole, dites-leur de vous dire réellement ce qu'ils pensent de la situation, de leur situation, parce qu'il s'agit d'abord des jeunes. C'est pour ça que, entre-temps, par rapport à ce forum présidentiel, c'était une idée salvatrice. On voulait donner la parole aux jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer, pour dire comment ils entendent construire leur futur, comment ils veulent qu'on puisse construire ce futur. Vous ne donnez pas la parole aux jeunes, vous décidez à leur place, c'est ce qui se passe dans les partis. Abbas Issaka. Oui, décider à leur place, c'est ça le vrai problème. Il y a des jeunes qui veulent s'engager en politique, mais au niveau des partis politiques, on ne veut pas l'éclosion de ces jeunesses. Vous prenez même, il y a même des forums qui s'organisent
la société civile, surtout les fondations Konrad Adenauer qui organisent des forums, des formations pour des jeunes leaders. Oui. Mais ces jeunes leaders-là, ils vont où? Il faut les écouter. Vous allez assister à leur rencontre. Des jeunes veulent s'affirmer. Mais au niveau des partis politiques, on ne les considère pas. Voilà. Ils ne sont même pas considérés. On les a formés pour rien. Et ils sont là. Quand ils veulent poser un acte, ce sont leurs aînés qui leur disent mais qu'est-ce que tu fais? Ils n'ont même pas droit à la parole. De quel type de jeunesse parlons-nous aujourd'hui? La jeunesse qui est là, dont on parle, quelle jeunesse? Il y a une autre forme de jeunesse. Il y a une autre forme de jeunesse. La jeunesse est là, au sein même des partis politiques. Lors des réunions, on ne donne pas la parole à des jeunes qui vont s'exprimer. C'est le chef qui parle. Quand les jeunes émettent son idée, on dit ça ne passe pas. C'est le fondateur du parti, les aînés qui parlent. Et puis ça, c'était. Les jeunes n'ont pas droit à la parole, même dans les instances des choses. Vous avez vu qu'il y a même des organisations des jeunes. On dit jeunesse pour tel parti, jeunesse en action, jeunesse de tel parti. Mais ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on leur accorde comme droit pour pouvoir s'exprimer? Ils n'ont aucun droit de s'exprimer au sein même de leur parti politique. Ils n'ont aucun droit de dire ce que c'est. Ils n'ont même pas le droit de faire des propositions. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas dans des partis politiques qu'un jeune, par exemple, se porte en faux par rapport à une idée. Jamais. C'est Je suis un jeune de l'ANC, c'est juste un exemple banal. Hein. L'idée telle que conduite aujourd'hui au niveau du parti par rapport à la résolution de la crise, je ne suis pas d'accord. C'est difficile de s'exprimer. Tu ne peux pas dire que ça ne marche pas. Tu ne peux pas dire que je vois que le chemin qu'on est en train de prendre nous amènera dans un gouffre. Ce n'est pas possible de prendre la parole. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas possible de s'exprimer comme ça pour dire le contraire de ce que les aînés pensent. Sinon vous n'aurez même plus. C'est ça, parce que vous contribuez comment? Ça, c'est une jeunesse clochardisée, finalement. Mais c'est une jeunesse clochardisée parce que la jeunesse n'arrive pas à s'affirmer. Je vous parlais tout à l'heure de quelle jeunesse parlons-nous? Ouais. C'est ça, vous venez de répondre à la question. Le problème qui se pose là, vous prenez même la position des candidats lors des élections, surtout législatives. Oui. Quel parti positionne des jeunes? Depuis que ces législatives ont commencé, est-ce que vous avez vu en position des jeunes? Au moins, au niveau des femmes, il y a quelque chose qui était fait pour dire qu'il faut un quota par parti politique. Oui, pour avoir la parité. Et bon, certains ont essayé de faire ça, mais bon, voilà ce que ça donne. Mais au niveau des jeunes, les jeunes qui n'ont pas droit à la parole au sein des partis politiques et qui n'ont pas le droit de s'affirmer, comment est-ce que ça va se passer? C'est qu'il faut faire de telle sorte que cette classe politique puisse être renouvelée. Et permettre même à la jeunesse de pouvoir aussi donner son point de vue sur le développement du pays. Alors, excusez-moi de vous arracher la parole à Bajisaka. Parlons, puisqu'on parle de la jeunesse, parlons d'un jeune qu'on a vu depuis un certain temps se battre visiblement pour le parti Unir, Noël Depokon, puisque la presse en a parlé largement ce matin. Depuis d'ailleurs hier, on écoute parler de lui. Il était à un meeting politique. C'est un jeune qui prend la parole. Il était à un meeting politique à Barkwasi. Il sensibilisait ses sœurs, ses frères, ses parents pour soutenir le président Faure Gnassingbé. Oui, mais par rapport à ça, oui. Est-ce que c'est aujourd'hui que de Noël Depokon a commencé ses activités? Vous n'êtes pas sans savoir que entre-temps, au temps de Feu Yadema, c'est lui qui devait prendre au temps de Feu Yadema, il a déposé ça. Des jeunes, de Unir. Pas ça même. Il a déposé sa candidature pour la députation. Vous savez ce qui s'est passé? Il était venu même dénoncer ça. Il a déposé ça. Il a été muselé par les barons même entre-temps de Feu Yadema là-bas. Les barons de la localité l'ont mis des bâtons dans les roues et il n'a pas pu passer. En temps même, il avait même porté même des recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Ça n'a pas marché. Donc, aujourd'hui, il est en train de se positionner, de se planter, de donner au moins ses raisons, de faire de telle sorte que la jeunesse puisse comprendre que voilà ce que nous, les jeunes, au sein de UNIR, nous pouvons faire. Parce qu'il y a aussi les jeunesses de UNIR qui, au niveau de MGU, qui aussi fait un bon travail. Mais espérons qu'au sein du parti, on puisse les écouter pour au moins orienter le développement du pays, du parti. Très bien. Michel, par rapport à la NJSPF qui est en train de mobiliser des populations à Brakwasi, c'était, je pense, vendredi passé. Hein. Oui, Noël Depokon
ils sont combien de Noël Depoune? Je ne sais pas. Il doit en avoir plusieurs quand même. Non, lui, il a commencé très tôt. Et c'est parce que, comme Abbas le disait, il a fallu à un moment donné quand même qu'il ait beaucoup de marge de manœuvre. Sinon, il n'était pas aussi... il n'avait pas un boulevard devant lui. Parce que les gens, par rapport à sa Lui jeunesse... s'affirme peut-être parce que lui il a des moyens plus que les autres. Oui, mais à un moment donné, il a eu un boulevard. C'est-à-dire qu'on l'a donné le champ pour le faire. Sinon, mais on devait... Il a eu la tribune. Oui, il a eu. Et il l'a encore. Et il le fait très bien. Je pense que c'est un monsieur, c'est un exemple aussi comme ça à suivre. Parce qu'à un moment donné, il a pris ses responsabilités pour faire véhiculer un certain nombre d'idées par rapport au chef de l'État dont il se réclame. Vous comprenez? Et donc, je voulais ajouter quelque chose pour dire que, comme Abbas le disait, quand nous prenons au niveau de la SCIA une section jeune, je pense que c'est... Jean Éclou. Voilà. Oui, voilà. Jean Éclou, oui, bien sûr. Je ne sais pas très bien comment ça se passe là-bas, mais au niveau de UNI, il y a MJ qui aussi, comme Abbas le disait, qui est sur le terrain, qui travaille, mais encore faut-il qu'ils aient des marges de manœuvre. Parce que les barons, on sait comment ça se passe. Donc, s'il n'en a pas ou s'il n'en a pas, il allait le dire. Non, Parce mais qu'ils ont les écoutez, moyens, ce n'est pas tout qu'on dit. Ah. Mais je voulais terminer pour dire ceci. Nous le disons, on dit que les jeunes n'ont pas des moyens, des tribunes pour s'exprimer. Parce que nous faisons un clin d'œil en tout cas, aux barons et à la vieille classe politique de l'opposition, par exemple, d'ouvrir le champ aux jeunes. Mais encore faut-il que les jeunes comprennent que on ne va pas les laisser sur un plateau d'or comme ça. Ils doivent se battre. Ils doivent. C'est pourquoi j'ai toujours dit, j'appelle à des rébellions dans les partis politiques. Entre guillemets, Oui, bien sûr, on à comprend. des rébellions, parce que les gens ne vont pas vouloir laisser la place aisément à la jeunesse. Mais il faut des rebelles. Le parti va C'est se casser. pourquoi... Non, ce n'est pas... C'est la rébellion douce. Ce n'est pas... un matin, on ne va pas les appeler un matin et dire, bon, nous on est fatigués, prenez notre place. Ça à la jeunesse de trouver les mécanismes nécessaires pour se faire entendre. Et je trouve que la voie la plus plausible, c'est les locales. Les voies les plus intéressantes, c'est les locales. C'est à ce niveau que, à la base, les jeunes vont se faire découvrir et quitte à eux de se faire connaître de l'opinion. Et si ça ne va pas, vous pouvez. En France, il y a des maires de 20 ans. Ils Oui, ont 20 ans. ils ont 20 ans. Si ça ne va pas, si vous pensez que à un moment donné, l'opinion vous écoutez, que votre parti veut vous écraser, mais dégagez. Mais sauvez-vous. Vous voyez, Malema, son exemple, c'est un gars que j'admire. Parce que Zuma a fait tout pour écraser ce jeune, mais il n'a pas réussi. Et aujourd'hui, c'est un jeune qui a plein d'avenir dans la classe politique sud-africaine. Donc, il faut des rebelles dans les partis politiques pour dire aux vieux, je ne les insulte pas, pour nous dire aux anciens. Oui, c'est bien comme ça. Oui, aux anciens que vous avez suffisamment travaillé pour ce pays. Nous aussi, nous avons quelque chose à faire voir. Sinon, utilisez les jeunes. Vous allez voir les élections approchent. C'est les jeunes, on les distribue 500 francs. Dans tous les partis politiques, c'est comme ça. Oui. Et c'est eux qui vont. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le dernier recensement, je n'ai pas le pourcentage exact de la jeunesse, mais la jeunesse occupe un pourcentage important. Oui. Et tous les partis politiques s'appuient sur cette jeunesse. Mais au finish, c'est pour faire émigants. C'est pour devenir, c'est pas des portefeuilles et c'est fini. Non, cette jeunesse a beaucoup à donner que ce qu'on voit aujourd'hui. Très bien. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire. On passe à Oui, notre sujet. oui. Prenez les partis politiques, en général au Togo. Combien de partis politiques ont une section jeune? Ils sont combien? Bon, ils ne sont pas nombreux quand même. Voilà. Et combien ont des sections jeunes et qui font réellement des activités? Ah oui, ça c'est autre chose. Voilà. Donc, quand vous répondez à ces deux questions, vous savez si les leaders de ces partis ont véritablement envie de donner le pouvoir à la jeunesse. Et moi, je connais un parti politique de ce pays, de l'opposition, qui organise régulièrement des activités de sa branche jeune. Et il y en a dans ce pays. Et vous prenez par exemple des partis comme Obu, où on couvre souvent des manifestations de la jeunesse. Vous prenez des partis comme, je sais pas, il y a d'autres partis.
Mais il y a des partis qui n'ont jamais parlé de leur section jeune, la CDPA. Moi, je donne les choses avec des preuves. Si les gens ont des faits contraires, qu'ils nous les apportent. On va analyser, il n'y a pas de problème. Je n'en connais pas. Et je n'ai jamais vu un leader de jeunes d'un parti comme ça. J'ai donné l'exemple du NET, j'ai donné l'exemple de Haut-But, j'ai donné l'exemple de la CDP. Il y a plein d'exemples. Et combien de partis ont une branche jeune? Il n'y en a pas, pratiquement pas. À la limite, on instrumentalise des jeunes à l'université de Lomé. C'est-à-dire que les jeunes deviennent des bras armés politiques pour des gens, des chapelles politiques à l'université de Lomé où on dit faites ci, faites ci, faites ça. Et pour pouvoir assouvir les intérêts. Là, vous parlez de quel parti comme ça? Non, je parle en général. Je parle en général. Et vous avez le courage pour nommer certains partis? Non, là, c'est des faits. C'est-à-dire que c'est des faits. C'est-à-dire, on parle des faits. Moi, je dis, en tout cas, personnellement, je ne sais pas si des confrères connaissent des partis. J'ai donné des exemples précis où je n'ai jamais vu de branche jeune ou d'un jeune qui se réclame de ces partis, ou des gens, par exemple, qui sont très jeunes à la tête de leur parti, mais qui ne donnent pas le pouvoir à d'autres jeunes de pouvoir s'exprimer. Donc, il y a tout ça que je mets ensemble. J'ai donné des exemples précis. Et on voit que le MJ fait des activités. On voit l'ANC avec son leader fait des activités. Enfin, Jean Eklou, président de la jeunesse, fait. On voit Haut-But avec sa branche jeune. On voit. On constate sur des radios où on réunit même des jeunes de toutes ces chapelles politiques. Mais on n'a jamais vu des jeunes de la branche jeune de certains partis comme la CDPA, le NET. Il y a plein d'exemples. Moi, je les cite nommément parce que c'est des faits. Et donc, comment voulez-vous, dans ces conditions, que des jeunes puissent véritablement s'exprimer et pour pouvoir donner des orientations qu'il faut? Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que les jeunes... Cela vaut pour ceux qui sont au sommet de l'État. Oui, parfois, oui. En fait, est-ce que vous ne pensez pas... Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les jeunes n'ont pas leur avis sur la crise politique? Les jeunes ont leur avis? Oui, mais pourquoi dans les partis, on ne les consulte pas? Pourquoi dans les partis où il n'y a aucun mouvement de jeunes dans un parti qui puisse véritablement sortir une déclaration? Il y a un fait aussi. C'est vrai qu'on parle de la jeunesse qui ne prend pas le pouvoir au sein du parti parce qu'on les étouffe, ces jeunes-là. Mais au sommet de l'État, par exemple, quand il y a des gens qui occupent 3, 4, 5 postes, quand il y a des jeunes qui ont l'expertise, qui ont été à l'école, comme on dit chez nous, et qui sont à la maison parce que voilà, ils ne trouvent pas à faire. Ça aussi, c'est pas faire entorse à la jeunesse? Oui, c'est un autre mal qui gangrène aussi les autorités, parce qu'on ne peut pas comprendre que l'État est financé pour la formation de la jeunesse, qui on dit c'est la relève de demain. Mais demain, là, va arriver quand? Alors que la jeunesse, là, on l'a formée, et finalement, elle va devenir musclée lorsqu'on la forme sans l'engager. Donc, le problème, c'est qu'il faudrait que les gens sachent que nous avons beaucoup de fonctions, mais il y a des jeunes qu'on a formés. Il faut aussi leur apprendre à gérer. Mais on ne leur apprend pas à gérer. On ne veut pas les embaucher pour qu'ils puissent aussi, surtout au niveau de la gestion administrative et politique du pays, on ne veut pas les associer. On les écarte toujours et ça devient un peu de la gourmandise même des aînés qui ne veulent pas voir les jeunes évoluer dans ce système. Et il y a aussi un autre cas, c'est que par manque de formation de certains partis politiques à l'endroit de la jeunesse, il y a des organisations de la société civile qui organisent souvent des formations. Et ces formations-là, c'est à l'endroit de la jeunesse des partis politiques. Et très souvent, lorsque ces organisations envoient des invitations à des partis politiques pour désigner des jeunes à venir à ces sessions de formation, il y a des partis politiques qui n'envoient jamais. Ouais. Des partis politiques n'envoient même pas leurs jeunes à la formation, alors qu'en leur sein, au niveau de leur parti, ils n'ont jamais organisé de formation pour dire à la jeunesse que voilà ce que c'est que la politique, voilà comment est-ce que nous évoluons et autres. Rien n'a été fait. Mais lorsqu'il y a des organisations de la société civile qui se donnent ce droit-là, d'inviter les jeunes des partis politiques, il n'y a pas de répondants. C'est certains partis politiques seulement qui envoient, mais d'autres non. Moi, je ne comprends pas ça aussi. Très bien. Monsieur, merci beaucoup. On arrive comme ça à la fin de Taxi près de ce lundi. Merci beaucoup, Michel Tchadia. Je rappelle que vous êtes le patron du journal Ouara, Les Vainqueurs. Et Lomati Sogwe, le patron du journal La Nouvelle Tribune. Et puis Abbas Issaka, le patron de l'hebdomadaire Le Magnan Libéré. Merci. Je vous souhaite de passer une excellente semaine de travail. Merci à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Henri Gator. À demain. Taxi FM.
une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.